It's really nice having you in my podcast, Jerome. How are you? I'm fine, and you? I'm good. A little bit tired, but I'm really excited to talking to you today. I Me have a too. lot Me of too. questions. Thanks for the invitation. So, how many chapters did you go through in your life? Wow. uh, yeah. Actually, I didn't know the question before, so it's Yeah. there are many chapters. Wow. Let's say childhood until 17 years old. Let's say because I wanted to save the world. I still want to save the world, but I wanted to be first a firefighter and then a lawyer. So I always wanted, there is a hero side behind all this. But then I was really good at math, really good at physics and biology, and I wanted to know how the universe works. So I switched to engineering. So I study math, physics at Prépa, which is a very French thing, and then at the engineering school Isao Supero. I was lucky enough to get in there. It was a really nice experience. And then yeah, so there's a chapter. Let's say I would say prepa plus supero where I th- I thought I was an engineer. That was my way, and I was, I'm gonna build stuff and do stuff with my hands. And the story will say that no, I'm not good at being an engineer. Then I went to the US, so I studied Georgia Tech. So that's the end of Supero and the beginning of Georgia Tech. There was not smooth because yeah, the truth be told, I wanted to go with Supero, but they didn't allow me to go. No offense, huh? I did it in my way. I applied on my own. I applied alone to several universities in the US, and I got three letters accepting me. So I was very proud because it was my own work. And then I was a bit older than the others because they were all doing double diploma, but I was after I was done with Supero. But then I knew what I wanted, and I love the American spirit. I binge watch American YouTubers, American series, TV shows. I'm not the typical French guy on this sense. I learn entrepreneurship from US guys. I watch Shark Tank. It's a US, the French, the American version of Qui veut être mon associé. So so it's very embedded in me. My roommates were five Americans, so I really love this. It was really eye opener. The word was endless. I didn't like the individualism, but that's not too that's not everywhere in the US. There are a lot of people are really nice, and if you are pushing a lot, I love that in the US they will say go do it, and that's the that's a blame for the French people. It's like, no, you won't, don't do that, don't do that. No, everybody's scared sometimes, most of the time in France. That's sad. So I got back from the US. I started my own company. I failed greatly because there was no market, but I learned my way, and then I discovered, let's say, a new way, and that was my way. That was I still the entrepreneurship way. uh, so that was the first spark, first ignition of the entrepreneurship journey. Didn't work with very well because now I'm not a successful millionaire or billionaire, but I needed to learn. I was an engineer. I acted as an engineer, and I failed because an entrepreneur is not an engineer. I had to learn sales, I had to learn marketing, branding, and everything. A lot of things that I didn't want to change at that time. So it took me a long time to learn, and then from this moment, 2019,
I started, learning a lot about this, and picking up from American resources, American books, American podcasts. And this is where, the entrepreneurship journey started. I still, between 2019 and 2022, I still work as an engineer. But long story short, it didn't work well. I'm not a really good engineer. That's okay. Everyone has his own place on this planet, but I'm not an engineer. I love tech. I love, people doing tech, but I don't want to do it myself. But otherwise, I love people. I love interacting, helping people. And that's basically the role of a sales guy or a CEO. So this is where I'm good at. I love doing. And it's kind of that ikigai. Yeah. I can be paid for that. So this is the triangle. So from 2019 to today, uh, let's say there was a switch from engineer to entrepreneur. Okay, And so since, a new chapter since 2019. yeah, exactly. Yeah. Okay. And what I noticed when you were speaking is before moving to the US, you created an English environment at home. You were reading books in English, you were listening to podcasts, or watching YouTube videos. So where did it come from? I'm wondering if someone in your family was showing you where no, I can see no. No, 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 no. Actually, no one speaks English at home. Um, Not even an uncle. There's no far uncles in the US. Um, I don't know. I was very curious. I was always very curious. When I was 10 years old, I chose to learn German as well as English at the same time. When I started high school, not high school, Middle middle school. school. Yeah, middle school. And so at year 11, 11 years old, I was learning German and English, and then at 15 years old, I added Spanish on top. So and when I got to university, I added Russian on top. So I'm passionate about language, and it opened so many doors. To learn language, to learn how people think differently in different places. So no, my curiosity drove me uh, outside my home, outside my habits. It's been always the case. Can ask my parents; they were amazed by the amount of things I could do, and the amount of people I could meet. But that's my personality. And the more I discovered, the more I wanted to know. So yeah, and it's there's infinitely more resources in English outside. And so for me, learning English, at some point I even switched during high school. I still had German as first language, and I realized that in the professional world, I was 15 years old. I realized 16. Realized that English was more Twitch. So I had more German classes than English. And in the middle of the year, I say, please, can I switch? And I was far behind from the guys who did a lot more English, but I caught up. And Yeah. when I was 19, when I was in prepa in 19, I was doing a lot of math and little English, and I decided to go for three weeks in the UK in the English school to learn English with English people. And it was for my parents, it was crazy. I was like, wow, Yeah. why do you do that? Why do you suffer? And I was like, yeah, it's that's how you evolve. Yeah, but it's amazing that you realize and that it's a huge opportunity to speak English at you were so young when you had this realization. You know what I mean? It took me Yeah, yeah. a lot of time to realize that, oh, if I could speak English, it would be really good for me and for my business. But you did it at a young age. Yeah. Yeah, and I realized that you cannot force anybody to do it. Actually, I have two little brothers,
and one is 4 years younger than me, and the second one is 8 years younger than me. So I was like, I can improve the version of myself with them, and teach them English early and everything. And it was like, it's not important. Don't piss me off with English. And after a while, they told me, I should have listened to you. So, and that's also one of the moment I realized that you cannot force anybody to change. It has come from within themselves. And that to learn a lot how to drive people to follow me or to do something, but it's very hard. That's why there are a lot of coaches out there, people training other people, because it's hard. It's hard to get the inner flame. So yeah, it's I try to distill all of the learnings that I got, because I could have learned much earlier English. If my parents were able to speak English, that would have been great, but they did not. They still don't. And my brothers, I remember when they went to university, I was 8 years older than him, than the youth, and he could have been almost fluent by then. But when he was 10 years old, he didn't decide the opportunity to talk with me or write with me. So yeah, my phone, when I was crazy, when I was at university, my phone was in English. My everything was in English. My series were in English. Everything was in English. Everything. That's how you learn. When did you started speaking with this confidence? I assume it wasn't at middle school. Maybe it was a little bit later. Oh no. Oh wow. It was very late. I remember the first time that I dreamed. My first dream in English was actually 19 years old, when I was in the UK for 3 weeks, totally embedded. It almost, it was 2010. Yeah, 2010. So, we had smartphones, but they were not so great. We had unlimited Wi-Fi everywhere. So I was not in touch with my French counterparts every day, but it was good, because then I would not be speaking French that much. So great. And after a few weeks, so after 2 weeks, I started dreaming in English. And also when I came back to France, it took me like a few days to stop saying thank you, or you're welcome, because that was the first time I was everything was automatic in English. And then it was not until like 3 months after coming to the US and living for 3 months with 5 Americans, all my classes in the English, that I realized everything was smooth for me. So it's not an easy process. I was 26 years old, so it's not easy. It's never easy. You were fully immersed in an English speaking environment, and it helped a lot. Yeah, a lot, because I was understanding everything they said, the first day, but between expressing yourself and understanding what they say, there's a gap. That's why speaking opportunities must be sized, and today I don't have much opportunity, for example, to speak German. So whenever I see somebody speaking German, I switch, because I know that it has to be it's a language, it has to be spoken, and you don't get opportunities every day to speak to a native. So every time if someone is listening to this episode, if you get an opportunity, you see somebody on the metro, in the bar, and you want to talk, don't be afraid to talk. And usually people, when you see a stranger, a foreigner, talking to you in French, and they're trying, you feel like, oh, that's so sweet. So they usually feel the same way, for you trying to speak English. So don't be, ashamed. There is a huge problem in France. The problem is that, when you start talking with an accent like this, like mine, because I have a US accent, I know,
you know, when you're at school, everybody's like, he has an accent, he doesn't speak like the French, you know, the very Yeah. French accent. Yeah. That's terrible, you know. Like, don't blame the ones who are doing their best to actually try to, you know, do better and improve themselves. And so yeah, that's you know, these things was present when I was in middle school, Mhm. my, when my little brother was in middle school, and it's still here, you know, it hasn't changed. Wow, Yeah. Yeah. Mm-mm. that's a Yeah. poor thing. It's really interesting to hear your language journey, and yeah, it's really interesting. And now let's talk about what you like doing every day. I think you're into tech, climate, and business. Am I right? Yes. Yes, yeah, that's exactly the mixture of things that I love. um, and you know, I figured that out now, but it took me a while to understand, because I love tech. You know, I've been loving tech for a long time. I'm a tech guy. Everything there's a new gadget out there, I love it. I love to try test it and buy it. So sometimes it's not good for the planet, but also I love the planet because for example, I run a lot, but I never run in the city. I feel like it's painful. You know, it hurts your knees, articulation. It's much better to run in nature. So I don't have a car, so I travel by, you know, public transportation, or by bike. So nature was really important, and you know, there's something great about people passionate about the environment. They always want to preserve the planet for future generations, and that's something that really, you know, appeal to my hero side. You know, trying to save people from climate change. So there is something we need to do about this. And the business side is because, you know, business is about helping people solving the problems, you know, and solving what where the pain is. So I had to change my mindset about sales, because I was like everybody else, seeing sales as, you know, the door to door guy who's just want to sell you an insurance policy, and that's not the real sales guy. Mhm. If you think about, you know, toilet paper during COVID, you know, it reached it reached 100 euros for a single roll of paper, because everybody was needing it. So whenever there is a need, you can put a Yeah. price, and that's it. That's basically business. And so I'm passionate about, you know, also psychology, why people buy what they buy. You know, why is Taylor Swift so popular and she sell all the concert like in seconds. Yeah. That's something I'm really passionate, because it's about human psychology all the time. It's about our, you know, understanding sometimes how we are being manipulated by companies into buying stuff. So I'm not trying to lure anyone, you know, in my job, my daily job. I just feel that, you know, I can be my own hero. If I, you know, I see a customer, really a real customer that I'm helping with the tool, you know, I'm really happy. That's the way I see it. And sometimes that's what I teach to well, I say to entrepreneur, is that don't sell to somebody who doesn't want to buy. Mm. You know, because you don't want a bad customer, and you know, Mm. someone will expect something of you that is not what you're gonna deliver, because they don't want to buy from you in the first place. Mhm. So it's if they want ice cream, you don't sell, you know, I don't know, burgers. Yeah. And so I think you're working a lot. You have a job in a company, and you're an entrepreneur. Uh, Guide us through your what's a day looks like. What's a dead drum? I'm an early bird, so usually wake up between 5 and 6. Six. You know, I'm out of bed at 6:30. That's for sure. I usually work for 2 to 3 hours before work on my newsletter, trying to
send some invite, get some new customers for this, or you know, prepare a podcast for you know, my next podcast. Trying to brainstorm, but usually for now it's still, you know, my own newsletter and podcast is still early, so I'm not trying to find a business model. I'm just trying to find my name and show that I'm legit in this universe, in this deep tech and climate startups business. So it takes time, you know, it takes patience and resilience. So mostly everything I do for now is free, but you know, let's see about that in 3 years. Probably not, but that's the goal, because it takes time to build a personal brand. So I usually work like this, and then I go to work, and I work from 9 to whatever, 9 to 6 p.m., 7 p.m. And in the middle of the day I run, usually for 1 hour and 1.5 hours during lunchtime. And usually it depends on the night, but I usually either go to CrossFit at the end of the day, or dancing, or I go back and work a little more if I have to. But then, you know, you know, it's it's my way of life, you know. It's sometimes you know, people can see this as a little bit intense, but that's the way I work, and this is the way I love doing it. And you know, and also my body, like the body, for the past 2 years, I've seen that my body is really an amazing machine. I try to feel well, to eat well, to drink well, and it's getting better. So now, with all my schedule, my busy schedule, I'm still able to fit 2 sport session in the day, and be okay and start again the next day. And so usually, and 2 years ago, I would have said it would be crazy, you know, to just do like this. But now I am in a routine, you know. I have new habits, you know, and I eat well, so I have energy, you know, and it's all like a virtual circle. I get a lot of, you know, meetings like this that gives me energy and passion, and I love to meet passionate people. And whenever I'm out of one of my podcasts, I'm not tired. I'm, you know, more excited than before. So it's not, you know, sometimes it doesn't feel like work. So it's great. I totally understand. It's kind of the same for me, except for the sport, for doing exercise. I love playing tennis, but I can't run. Okay. Yeah. You play tennis? Yeah, yeah. Yeah, I love tennis. Yeah, I used to play for a long time, but And I've stopped. Alcaraz is playing right now, so I thought, oh, Celine, what did you do on Friday at 3 p.m.? But Alcaraz, so I will catch the match later. Yeah, true. But so I have a question. Just before talking to you, I read one of your last posts on LinkedIn, and Christina, she was my guest on the podcast, and she's your friend. She wrote, if you're an entrepreneur, you must first be a salesperson, and then an engineer, doctor, teacher, or whatever your main area of expertise is. No sales skills equals no money, and no money equals no company. I loved it, but I want to. What do you think? Do you agree? What do you think about it? You know, hi to Christina, because she will listen to this. So yeah, 100% agree with this. You know, and that's something that we need to change in the mindset of every CEO out there, PDG for the French guys. That's you are the first salesperson of your company. Like, you have to sell. You're gonna sell 40 times a day your solution. You're gonna sell it to your neighbors because you're gonna explain what you do, and at first, at first it's gonna suck. You know, like, your explanation is gonna suck because you don't know how to say it, you don't know how to explain it. It's gonna be too much jargon.
And say, so one great tip that I used to do when I was working on an accelerator before is I bring entrepreneur in the street of Paris, and I say, okay, you go. So I point to a CEO, and I say, you're gonna explain to this guy in the street your company. And he's like, I cannot explain it to him because I'm doing quantum solution for aerospace companies. I don't care. Go and tell him what you do. And the goal is for him to understand what you do in a simple world, and you're gonna learn a lot from this, and you're gonna do it like 10 times today. And that's a great way to try to unbunk and solve the mystery of sales. It's not about stealing money from everybody, anybody. That's the problem with the European mentality about sales, is you're helping somebody. So if you're not an NGO, so a non-governmental organization, you're a company, you're gonna need to sell. Otherwise, there's no company. So if you are a founder, entrepreneur, listening to this right now, learn about sales. Learn about sales. The sales is not a bad thing. You can learn. There's no there's no salesperson and not salesperson. Everything can be learned. You can improve. I was not a salesperson before. I'm still not. I'm Jerome, and I'm learning about sales. And something as if you have a product with a need, like toilet paper during COVID, you don't need sales skills. You will sell the toilet paper. So if you have a crowded like a population, like a crowd which is hungry, you're never gonna need sales skills. The second thing you can have, which is still better than sales skills, is have a great product. If you have a great product, you don't even need sales skills. If you have a great product, everybody will know it, and they will come buying. But if they are in very a lot of need and pain, they will even come faster. So there is like a step, like a graduation. The best is to have a crowded, full of people very hungry, and they want to have your solution. Then next, a great product, the best product out there, and then sales skill. And if you have sales skills and you have a great product, it's okay. Yeah, I totally agree. And we're going to switch to French pour mes auditeurs anglophones, pour voilà, partager à peu près le temps de notre échange à moitié en anglais, à moitié en français. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en même temps, moi, je suis entrepreneur depuis 2019, un petit peu avant, mais c'était différent, on va dire 2019. Et ça demande un changement de mindset qui est énorme et qui prend du temps. J'étais professeur des écoles à la base, donc je n'avais rien à vendre à personne, tu vois, c'était un métier complètement différent. Et même si à l'époque où je formais des professeurs des écoles et maintenant où j'aide des Français et des anglophones avec la langue, ça met du temps on l'entend évidemment, on en a conscience que bah, bien sûr, j'ai une solution à leur proposer, ça répond à leurs problèmes, donc oui. Et en même temps, ce changement de mindset, je ne pense, enfin, je ne sais pas s'il y a un bouton avance rapide. Tu vois, pour moi, ça a pris 5-6 ans. Et est-ce que tu penses que ça dépend peut-être des rencontres qu'on fait dans la vie, mais est-ce que tu penses que c'est possible de faire avance rapide sur ce plan-là, par rapport au mindset, pour les Français? Ouais, je pense. Après, on en parlait justement avec Christina une fois en off. Elle me disait quand que tu finisses professeur des écoles ou je ne sais quoi, quand ils sont à l'école primaire aux États-Unis, bah, souvent tu es encouragé à te faire tes premiers dollars en vendant la limonade sur un coin de rue pour $1 le verre un jour de grande canicule. Et en fait, ça te fait te rendre compte qu'au final, ton père t'avait filé $5 pour acheter la bouteille. À la fin de journée, tu en as 15. Banquier, tu as utilisé.
Au final, t'as gagné 10 dollars, mais tu as perdu 2 heures. Donc, tu vois, tu as dit, bon, ok, ça fait 5 dollars de l'heure. Et en fait, tu vois, ça te permet d'avoir ta première réalisation de la valeur de l'argent. Moi, je pense qu'il y a un gros problème sur ça. Moi, j'ai dû faire ce travail-là de la valeur de l'argent. Tu Mm. sais, parce que, enfin, moi, j'ai fait école d'ingénieur, j'ai fait prépa. À quel moment on nous parle de l'économie? À quel moment on nous parle de faire une proposition commerciale à quelqu'un? Ouais. Zéro. Ça, c'est un truc de fou, ça. Et après, on t'est bombardé dans l'école, dans l'économie, et en fait, tu connais rien. T'as jamais fait. Et après, tu arrivé manager, tu vois, où tu fais proposition commerciale, et t'as jamais compris la valeur d'un euro. C'est fou, hein. Tu vois, c'est un truc de fou. Après, si tu as une éducation un peu financière avec tes parents, tu vois, qui t'ont donné de l'argent de poche et tout, des trucs, moi, je trouve ça pas trop mal. Donc ça, c'est déjà une chance. Mais moi, j'en avais pas. J'avais pas ça. J'avais pas. Je demandais des choses, je les avais. Donc, j'avais pas trop enfin, tu vois, d'initiation à la valeur d'un euro. Et donc ça, tu peux faire avance rapide en fait, en vendant, en essayant de vendre assez rapidement et te dire, OK, bah là, tu vois, ça nous a pris 2 mois, on a gagné 10 000 euros, bah, c'est pas ouf parce que du coup, on n'a pas couvert nos frais. Du coup, tu t'arrives à ajuster ton prix par rapport à ça. Il y a franchement beaucoup de lectures, hein. Franchement, la psychologie de l'argent, il y a plein de bouquins sur ça, et même des bouquins francophones, hein. Pas besoin d'aller aux États-Unis. Enfin, il y a de très bonnes lectures en anglais, mais la plupart des bouquins sont déjà traduits. Mais ça se fait, l'éducation financière, c'est comme les ventes, ça se fait. Et si tu le fais à 35 ans, bah, tu le fais à 35 ans. Après, moi, j'adresse un message aussi. Après, bon, là, c'est peut-être un problème de quand on veut pas nous faire apprendre la valeur de l'argent pour qu'on reste des bons moutons, et ça, c'est un autre débat. Mais si dans les écoles d'ingénieurs, dans les prépas, et même, franchement, le mieux, au collège, Ah au oui, même primaire, avant. on Même apprenait avant. la valeur de l'argent. Il y a des cours d'éducation financière, hein, au lycée aux États-Unis, Ah ouais. tu vois? Et tu te dis, bah, en fait, quand tu arrives à 18 ans, bah, ok, on est plus fort en maths, mais eux, ok, ils sont plus forts en économie. Mm, mm. Tu vois, et c'est pas étonnant que les meilleurs TikTokers, les meilleurs YouTubers, les meilleures compagnies soient quand même US. Ils ont cette fibre, tu vois, d'argent. Et, et il y a un deuxième truc, je te rajoute juste un point, je vois que tu as une question, mais juste un point. Et tu le vois moi, je vois beaucoup de startups et en gros qui galèrent à lever des fonds. Et honnêtement, les plus malignes, elles ont un bras américain, elles vont aux États-Unis et elles se font financer sur des idées parce que les mecs ont les compétences et parce que les mecs disent, OK, il y a du risque, mais en même temps, si tu mets jamais ton argent en risque, bah, tu n'obtiens pas de résultat, tu vois. Et cette culture du risque avec l'argent, ça, on est à des années-lumière, hein. C'est Donc, ça. J'ai plein de choses qui me viennent en tête dans tout ce que tu as dit, parce qu'il y a la peur d'investir de l'argent, tu vois, la peur, vraiment la peur française, et le mindset par rapport aux erreurs. Tu sais, nous en France, au collège, au lycée, quand on faisait une erreur, c'était mal perçu, c'était, voilà, tu vois, on se sentait mal. Alors que j'ai c'est vrai. l'impression que les jeunes aux États-Unis, ils sont beaucoup plus encouragés à essayer, à se tromper, à recommencer. Quand on parlait en anglais, tu as dit I failed greatly. C'est comme ça que tu as dit? Ouais, j'ai même écrit sur mon LinkedIn, I successfully crashed my first company. Tu Voilà. vois? Et tu vois, Ça, c'est. toi, un français typique, parce que tu es un français, toi, tu as un français mindset US, mais un français typique ne dirait jamais une phrase comme ça. Non, mais j'ai été, entre guillemets, un Français classique, car j'ai caché cette Mm. aventure startup qui m'a pris 1 an et demi de ma vie Ouais. pendant un moment. Mais maintenant, ça fait partie de mon histoire. Et en fait, enfin, c'est un peu comme tu sais, Oprah Winfrey qui, à 23 ans, s'est fait refuser un talk show. Elle avait besoin de se prendre cette porte-là pour devenir Oprah Winfrey. Et moi, Mm. j'ai besoin de prendre cette porte-là dans la tête pour arriver à être aujourd'hui où j'en suis. Et en fait, ouais, cette culture de l'échec, c'est génial. Et en fait, il faudrait plus, tu vois, apprendre à tomber 7 fois et se relever 8. Moi, j'ai un truc que j'ai jamais réussi à participer à une, mais un jour, j'aimerais bien. Il y a des soirées aux US et à Mexico, je suis sûr, enfin au Mexique, où c'est les fucked up nights. En fait, c'est des gens qui racontent leurs histoires de start-up échouées. C'est D'accord. génial. Tu vois, et en fait, ça démystifie, tout le monde se détend, est détendu. Genre, ouais, moi, j'ai levé des fonds et j'ai craché ma boîte, machin, ça n'a pas marché. Mais en fait, ça te détend. Apparemment, c'est trop bien. Il y a des boîtes qui sont créées
à l'issue de ces soirées, tu vois. Ouais. Parce que les gens ont déjà, enfin, et puis ça se voit, enfin, je me souviens, qui m'a dit ça, mais je crois qu'il y a un mec qui m'a dit, dis-moi que c'est ta troisième boîte et tu as plus de chances que je te finance. Ah ouais. Mm. Même si les deux autres se sont crachés avant. Ouais. Parce qu'il aura appris de ses erreurs. Mais ça, on te le dit en off, Mm. et c'est des gens un peu plus déjà matures, dans le sens mature entrepreneur, hein. Ils n'ont pas forcément l'âge qu'il faut, mais c'est dans leur mindset. Et en mode, si tu m'as dit, bah, c'est ta première boîte, ouais, j'ai un peu peur. Mais en gros, si tu me dis c'est ta troisième boîte, bon, le mec, ouais, il s'est tapé les premières portes, y a pas, tu vois, Ouais. il Et va, il va voir. Vas-y, combien de temps c'est à Atlanta, hein. Tu as vécu quelques années à Atlanta? 2 ans, ouais. 2 ans, d'accord. Et est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là que tu as switché dans ta façon de penser ou pas? Ouais, je pense. Ouais, je pense parce que bah, je me suis senti tout de suite à l'aise là-bas. Ouais. C'était fou. Genre, au bout de quelques jours, j'étais vraiment à l'aise. Euh, Après, j'avais déjà fait des expériences à l'étranger, hein. J'avais déjà passé 6 mois en Chine et 6 mois en Allemagne. Donc, j'avais vraiment déjà fait des premières expériences, des premières immersions. Mais là, le fait, au début, j'y allais sans savoir quand est-ce que j'allais rentrer, hein. Donc, je Mm. suis allé pour une thèse, j'y allais pour 5 ans minimum. Et ça change ton mindset parce que tu y vas et tu sais pas combien de temps tu vas y rester. Et au final, enfin, il y a beaucoup de rencontres que j'ai fait où tu dis je vais faire ça. Les mecs ils font vas-y, do it, tu vois, go do it. Et ça change ton mindset parce que tu es là en mode tu as ton réflexe un peu français de dire de toute façon je vais proposer cette idée-là et on va me dire non. Et comme ça je le ferai pas, tu vois. Et là en fait on te dit vas-y, do it. Ah, d'accord. Et tu vois, j'ai un exemple très, très fort en tête, c'est que moi, genre, mes deux thèmes de boulot, c'était la robotique et le spatial, là-bas. Et en fait, il y avait une compétition de la NASA pour faire des rovers sur la Lune, donc des rovers qui vont creuser et qui vont pouvoir extraire des matériaux. Et en fait, notre université avait pas d'équipe. Et du coup, bah, ça prend du temps parce que c'est des rovers de la taille d'une tondeuse à gazon avec un mec dessus, quoi. Tu vois, c'est des robots hyper gros. Et en gros, du coup, c'était pas le moment de construire de zéro parce qu'on savait même pas c'est quoi les specs. Et en gros, j'ai demandé à Georgia Tech si c'était OK d'aller faire 1000 bornes en voiture pour aller en Floride voir la compétition la première année, voir ce qu'il fallait apprendre de la compétition. Et ils m'ont dit, vas-y, on te paye l'essence et tout, va faire. Et après, l'équipe s'est montée. Donc après, moi, je suis revenu. J'ai cherché enfin, des plus jeunes, des profils plus jeunes qui voulaient faire la construction. Et moi, je faisais le plus l'ingénierie système. Et c'est parti, tu vois. Et aujourd'hui, ça existe. Le club existe, tu vois. Et personne m'a empêché, tu vois. Tout le monde m'a dit, vas-y, go, fais-le. Fais-le. L'année prochaine, on compete. L'année après, on gagne. Tu vois, c'était OK, quoi. C'était OK. C'était pas genre, allez, non, 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 ça va être dur, ça va être compliqué et tout. Ouais, ouais, ouais. Génial. Et parle-nous un peu de Reactor. Je sais pas si tu le prononces à la française aussi. Non, à chaque fois tu dis Reactor quand on parle. Je sais pas, ouais, non, réacteur en français, un réacteur. Non, Ouais, tu ça dis fait un peu. Reactor. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir sur réacteur? Et ben, comment ça a commencé? Si j'ai bien compris, par une newsletter. Voilà. Il y a le podcast. Enfin, voilà. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, réacteur, c'est bah, ce que je t'ai raconté avec ma première boîte qui s'appelait Space Eternity, parce que c'était quand même un cloud dans l'espace. Je voulais faire un data center, l'équivalent de ton Google Drive, mais dans l'espace, où les données sont physiquement dans l'espace, en orbite. En fait, il y avait plusieurs buts. C'était de créer une archive du patrimoine mondial de l'humanité dans l'espace, de faire aussi du stockage pour des boîtes privées. Mais bon, le marché était un peu trop peu mature pour ça et c'était un peu cher de faire enfin, très cher faire ce que je voulais. L'histoire dira que aujourd'hui il y a des projets en cours dans des grandes boîtes et qui font la même chose, enfin qui veulent faire la même chose. Donc peut-être un peu trop tôt d'avoir lancé cette idée, c'est pas grave. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'étais tout seul, j'étais un mec mentalité d'ingénieur. J'étais amoureux de mon produit, je voulais pas apprendre les ventes. Enfin, j'arrivais pas à apprendre les ventes, on n'arrivait pas à me parler. Et en fait, euh,
quand tu regardes au dehors, il y a beaucoup d'aide pour les mecs qui ont déjà fait le saut de l'entrepreneuriat. Les mecs, on se dit, bah, on lance la boîte, on y va. Et en fait, moi, je parle à tous les gens ailleurs, dans les boîtes, qui sont encore en train de se dire, j'ai une idée, est-ce que je me lance? Est-ce qu'il y a un marché? Je dis pas qu'il faut tous se lancer, justement pas. Moi, j'ai envie que tu lises ma newsletter en mode, ah ouais, attends, maintenant, je vais appliquer ce que Jérôme me dit et je vais aller voir s'il y a un marché. Je vais interviewer 50 potentielles personnes, en leur demandant pas d'acheter ce que je fais parce que je fais rien, en leur disant, je veux ton avis d'expert sur une telle solution. Et est-ce que si une solution existait, est-ce que je l'achèterais? Et tu vois, tu vends rien là, tu vends à personne, tu discutes. Et ça, en fait, c'est des trucs, des outils qu'on n'a pas. En fait, on n'a pas. Et du coup, moi, je parle aux ingénieurs, mais aussi aux chercheurs, aux marketeurs, aux mecs qui n'ont pas forcément la vibe sales et marketing, qui ont peur même un peu de vendre, mais qui ont une spécialité parce que c'est comme ça qu'ils ont appris toujours. Ils pensent qu'ils sont marketeurs ou ingénieurs, et en fait, ils sont plus que ça. Et de se dire, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Parce que ça peut être aussi une notion de ne pas perdre 2 années de sa vie, tu vois, avec une rupture conventionnelle, une perte d'emploi, du stress, si en fait il n'y a rien. Et donc ça, moi je l'écris ça pour ça. Je l'écris en anglais parce que moi je l'avais vertu mondiale. Moi je me dis qu'il n'y aurait pas, il n'y a pas forcément d'innovation qui va naître que en France ou que en Allemagne. Ça peut venir de partout. Et j'ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs de Singapour à Uruguay aux États-Unis, virtuellement. Merci la technologie. J'ai choisi la deep tech et l'impact parce que moi, ça me parle, et je trouve que c'est des projets durs à implémenter. Et c'est là où, tu vois, c'est compliqué parce que tu peux pas. Enfin, si tu fais une requête, si tu fais un système comme Too Good To Go, tu vois, c'est des trucs hyper compliqués à faire d'abord, à mettre en place, et c'est dur à vendre. Et moi, ça m'intéresse quand c'est dur à vendre parce que c'est ça qui est intéressant, tu vois. Ouais, j'ai rien contre les formations, mais tu vois, si tu veux faire une formation, bah, tu la fais et ça se vend après. Mais quand tu fais, je sais pas, une roquette ou une fusée ou un avion électrique, bah, tu vois, déjà avant de voir le jour, avant d'avoir ton avion qui apparaît quelque part, bah, il va se passer 5 ans minimum. C'est là que c'est technique. Mais là, moi, je me dis, si un jour il y a un mec qui a, tu vois, le spark dans sa tête et il se dit, bah, attends, j'ai à peu près la roadmap et je vais me lancer parce que je pense que c'est une solution qui peut sauver l'aviation en arrêtant le kérosène, parce que c'est une solution viable, bah, tu vois, je me dis, ma mission avec Reactor aura été bien, aura été à réaliser. Et après, pourquoi j'ai lancé une version podcast? Parce que, en fait, je me suis dit, bah déjà, avec ma newsletter, je parle de moi, mais en fait, ça serait bien d'interviewer ceux qui ont déjà réussi, les leaders du marché, les mecs qui t'aident comme Christina, à attaquer le marché américain, à scaler vers les US, à des leaders comme Intel. Moi, je vais interviewer le chef de Intel Ignite Europe, donc l'accélérateur de startup Intel. Et du coup, par exemple, comment ils choisissent, eux, les startups qui vont révolutionner leur propre roadmap innovation, comment c'est fait ça. Ou alors interviewer des startups qui ont réussi, enfin, qui sont plus des startups, qui sont des scale-up maintenant, et leur dire, mais comment vous avez réussi à fabriquer ce truc-là et à le vendre, tu vois, alors que vous étiez 5 dans une cave, ça me passionne, tu vois. Et Ouais, je me dis, bah moi j'apprends, mais aussi tout le monde apprend, tu vois. ouais. Et ça. Super. Et j'ai vu que tu t'es donné comme mission d'aider 10 000 entreprises technologiques ou à impact pour devenir des entreprises rentables. Ouais. 10 000, c'est un objectif ambitieux. Euh, Ouais. Ouais, ouais, mais alors moi je suis très fan de, très fan de David Goggins. ouais. Je sais pas si tu connais David Goggins. Et j'aime beaucoup sa phrase qui dit qu'il se donne des objectifs qu'il peut pas atteindre. Et moi je fais ça aussi. Et Mm. donc, tu vois, pour l'instant, j'ai mis en valeur 50 boîtes. J'en ai peut-être aidé plus indirectement, tu vois, sans le savoir. Parce que je mets en valeur des boîtes en essayant qu'ils soient plus clairs dans ce qu'ils font, déjà, essayer de les décrire pour que des investisseurs ou des grands groupes arrivent à comprendre ce qu'ils font. Parce que des fois, c'est pas gagné. Au moins, j'aide tel type de société à gagner du temps, gagner de l'argent, gagner en efficacité, virer moins de monde, tu vois, grâce à ma solution. Tu vois, si tu arrives déjà à faire une phrase comme ça, tu as déjà gagné ta journée. Et du coup, pourquoi je disais ça? Ouais, 10 000, c'est super ambitieux.
Mais il y a énormément de startups qui sont créées tous les ans, énormément de startups qui essaient tu vois, de survivre. Donc en fait, non, je pense que c'est bien, mais c'est un bel objectif, tu vois. Et au final, le compteur tourne et j'avance moi avec ça. Ouais, ouais. Non, c'est génial. Et puis, en pensant comme ça, tu en aideras sûrement plus que si tu avais un tout petit objectif, quoi. Peut-être que ce sera pas 10 000, ça sera 8 000, mais ça sera toujours plus que sans objectif du tout. Exactement. Ouais. Ouais. Si tu connais Guillaume Moubèche, il a dit qu'il voulait aider 1 million d'entrepreneurs, je crois. Tu vois, c'est fou. Il a dit si en final j'en ai aidé 200, bah tant mieux. Tu vois. Et Donc sur ton trop bien. profil LinkedIn, tu dis côté Bruce Wayne, aider les équipes de logiciels embarqués à optimiser leur code. We Do Law. Donc ça, c'est le nom de ton entreprise, c'est bien ça, Ouais, c'est ça. C'est là où je travaille, ouais. dans laquelle tu travailles. Et côté C'est ça. Batman, aider les CEO et SaaS de startups deep tech et climatiques à créer des bises rentables. Là, c'est le côté entrepreneur. C'est ça. Exactement. D'accord. Ouais, ouais, c'est bon. Bah, en plus, je suis fan de super-héros, donc c'était une petite touche et ça fait un peu un icebreaker, tu vois. Et, ça distingue un peu mes deux casquettes parce que enfin, moi, je suis les deux et les deux activités s'aident les l'un les autres, quoi. Parce que moi, du coup, je bâtis mon personal branding et ma marque avec Reactor et ça aide Widulo et Widulo m'aide aussi à implémenter des techniques de vente que je détecte dans Reactor et après que je peux aussi parler dans Reactor de ce que je fais moi au quotidien, parce que moi je fais de la vente au quotidien, donc Mm. c'est euh, c'est hyper important de faire, tu vois, learning by doing. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent, tu vois, qui lisent comment faire et après ils te racontent, mais c'est mieux de faire et après raconter. Ouais, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de livres sur l'éducation financière. Est-ce que tu aurais un tip à partager? Bah, j'en ai deux. La psychologie de l'argent alors, j'ai oublié son nom, Morgan Stanley. Faudra vérifier le nom. Ouais. Psychology of Money en anglais. Deuxième, c'est le livre de Johan Lopez, Investir avec intelligence. Mhm. Johan Lopez, c'est l'auteur de la newsletter sur les finances personnelles la plus lue de France, qui s'appelle Snowball. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Il a une version gratuite et tout, une newsletter hebdomadaire. Et maintenant, il a un abonnement payant avec des newsletters très ciblés. Et il a écrit un livre un peu pour introduire tous les sujets. C'est super intéressant. Enfin, je veux dire, c'est à mettre dans les bouquins d'école. Et c'était même intéressant parce que je sais pas où il en est de ce projet, mais il avait pour ambition il gardait une partie de ses profits pour une association qu'il avait appelée Les Flocons, justement pour intégrer plus d'éducation financière dans les programmes scolaires. Ah oui. Et donc, c'était vraiment pas mal. Alors, je le suis plus au quotidien et avant, il était tout seul, hein. Il a commencé en mars 2020 à Bon. lancer sa newsletter. Et maintenant, ils sont 10 dans l'équipe, 10-15 peut-être. Mais au début, c'était que lui. Il écrivait pour la passion en side project. Et aussi, c'est tu vois, un des exemples que j'ai pris pour lancer ma propre newsletter et me dire, bah, tu vois, tu sais pas quelle ampleur ça va prendre hein, au final quand tu commences. Ah Donc, ouais. Et quand tu as commencé ta newsletter, c'était, voilà, tu avais envie d'écrire, tu avais envie de partager, tu avais déjà un peu ce projet en tête d'aider les CEO ouais, oui, c'était vraiment depuis day one. Et c'est même aider, tu vois, aider les CEO parce qu'aujourd'hui, là, ils ont la problématique, mais aussi inspirer, tu vois, un max de gens à se dire est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est quoi la vie d'un CEO, tu vois? Parce qu'en fait, ça fait rêver d'être entrepreneur, mais c'est stressant, hein. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'incertitude. Euh, et faut en être conscient. Et il faut, je veux dire, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aimer un peu les ventes, dans le sens où bah, faut aimer aider les gens. Et si tu n'as pas cette passion qui te drive, bah, ça va pas aider, quoi. Donc, Puis en fait, c'est un livre. quand tu es conscient que tu as un produit qui peut vraiment aider les gens et que ça peut leur changer leur vie, tu te dis, ben en fait, tu vois plus la vente comme je suis un marchand de tapis et voilà, tu te dis, en fait, il faut que je me rende visible pour pouvoir après aider plus de monde, en fait, tout simplement. Clairement. Ouais, ouais.
Et c'est là où au final, enfin moi je suis pour le personal branding même de tes employés parce que si tu es visible, en fait, tu donnes beaucoup et tu deviens un nom dans ton domaine. Enfin, je veux dire, toi, tu es dans l'apprentissage des langues pour le business et de façon smooth pour les adultes qui n'ont pas eu le bon enseignement. Et en fait, je me dis, bah, aujourd'hui, Céline devient une référence pour les adultes qui veulent vraiment être sérieux en français pour les anglophones ou être sérieux en anglais pour les francophones et qui veulent vraiment avoir un niveau conversationnel sur le français. Et en fait, ça se fait pas en un jour. Si un jour, si je t'ai vu, enfin, je suis en train de lire un bouquin, et j'adore les bouquins de Daniel Priestley. D'ailleurs, c'est encore Vas-y, quoi? vas-y, pardon, J'adore. je t'interromps pas, continue, je te dirai après. Vas-y, vas-y. Et du coup, ces bouquins sont géniaux. Et en fait, bah, je sais pas si tu sais, mais je pense que tu sais, mais en fait, t'es plus. Pourquoi t'es attiré par, je sais pas, t'es fan de qui, par exemple? T'es fan de qui? Genre, t'es, genre ton idole. Euh, Dans le business, tu veux dire? Ouais, dans le business, vas-y, par exemple. Dans le business, bah, j'allais dire Daniel Priestley et Alex Hormozy, quand même, je me dis, j'ai beaucoup à apprendre de lui, quoi. Alex Hormozy, ok, ouais, moi, je partage les deux, donc c'est nickel. Bah, Alex Hormozy, est-ce que t'as pas l'impression de le connaître un peu? Bah écoute, regarde, alors pour les auditeurs du podcast, ils pourront pas voir, mais pour ceux qui écoutent le podcast en vidéo, en fait, Ouais, ça fait 3 fois que je relis ces livres sur Kindle. Mais en fait, Kindle, j'adore, hein, c'est l'idéal, hein, surtout quand tu apprends une langue. Enfin, voilà, quand t'es pas encore bilingue, lire en français ou lire en anglais sur Kindle, c'est le top. Mais c'est pas un roman. C'est un bouquin, normalement, il faut que tu appliques ce que tu lis. Tu vois, quand tu lis Alex Hormozy, il faut appliquer derrière. Et sur Kindle, ça va pas, le format m'empêche d'appliquer. Donc j'ai c'est acheté vrai. ces 2 livres papier, et là, je vais me prendre, je veux me bloquer dans mon emploi du temps, je sais pas, au moins plusieurs fois, des créneaux de 3 heures, sans faire autre chose, et vraiment, voilà, relire ce que j'ai déjà lu 10 fois, appliquer, enfin vraiment, tu vois, voilà. Au niveau business, c'est de lui dont j'ai envie de plus d'apprendre, on va dire. Donc, je sais pas si je suis fan de lui, mais j'ai vraiment envie d'apprendre de lui. Ouais, et du coup, tu vois, le fait que tu aies acheté aujourd'hui ces livres, c'est que tu le trouves légitime et que tu as sûrement passé la règle des 7-11-4. C'est-à-dire, pour que quelqu'un te paraisse proche de toi, enfin, je veux dire, aujourd'hui, bah, tu vois, on se connaît pas encore beaucoup, Céline, mais si on voulait, tu vois, on voulait devenir apprivoisé, tu vois, ou être très proche, bah, s'il se passait 7 heures à regarder tes podcasts, puis 11 fois j'interagis avec tes posts LinkedIn, avec tes posts Instagram, tes posts Facebook, et 4 formats différents, donc vidéo, podcast, écrit et je sais pas, un vocal sur WhatsApp. Et ben en fait, au bout de 5 mois, dans ta tête, ça a été prouvé par la recherche et Daniel Priset se base sur ça. Et ben en fait, au bout de certains temps, tu as l'impression de connaître la personne. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression de connaître Alex Hormozy, mais parce que je l'ai sur Insta, je le suis sur Insta, sur LinkedIn. J'ai lu ses bouquins, j'ai écouté ses bouquins, je lis son podcast. Enfin, je écoute son podcast, je lis son podcast. Donc, passé, on a explosé les 7-11-4, hein. Ouais, Donc, ouais. je répète, 7 heures de visionnage, 11 interactions et 4 moyens différents. Et en fait, c'est pour ça que tu as l'impression d'être proche de tes stars. Parce que tu les vois, tu les vois dans la version papier quelque part, tu vois dans un film, tu vois une interview sur Instagram et tu vois. Et en fait, tu la connais pas la star. Tu vois ce qu'elle te projette, mais tu la Et connais c'est pas. rigolo parce que Et c'est les pour ça gens qu'on me est. disaient ça. Avec mon premier podcast Montessori, j'ai quand même fait 139 épisodes en 4 ans. Les invités qui m'appelaient me disaient, mais Céline, j'ai l'impression de te connaître. Parce elles avaient passé tellement d'heures à écouter mon podcast. Pourtant, c'est pas, j'avais des invités, hein, c'était pas, il y avait quelques épisodes solo, mais j'avais beaucoup d'invités. Mais quand même, tu vois, elles avaient l'impression vraiment de me connaître. Voilà, et Ouais, j'ai mais c'est pas ça. Et du coup, en l'objectif. fait, non, parce que du coup, je reviens à mon point original, c'est de se dire, bah, ça prend du temps de devenir une voix dans ton industrie. Et imagine, tu es dans l'industrie, je sais pas, des robots agricoles, je veux dire un truc au pif. Et bah, si tu commences à poster du contenu tranquillement sur LinkedIn, même régulièrement, même une fois par semaine, sur les robots agricoles, après, tu vas te faire une vidéo LinkedIn avec ton robot, tu vas faire une vidéo, tu la mets sur YouTube, tu la mets sur Insta, les gens te voient, tu vois. Et après, ils se disent, ah, robot agricole égale, tu vois, Jérôme. Boum. Et ils Ouais, font l'association, ils pensent à toi, tu vois. Et en fait, ils se disent, bah, la référence dans le domaine, c'est lui. Et en fait, peut-être pas. Peut-être que ouais. tu es juste omniprésent, mais le fait d'être omniprésent, bah, tu deviens une référence.
Mm. Tu deviens la key person of influence, quoi, la Mm. personne clé d'influence Alors, dans le domaine. je l'ai pas encore lu ce livre-là de Daniel Priestley, mais c'est lui hein, qui a écrit ça, c'est ça? Ouais, c'est mieux. Non, mais Ouais. moi, je lis Oversubscribe. D'accord. Parce qu'il en a écrit C'est plusieurs, alors il me faut un peu de temps pour rattraper mon retard là. ouais, ouais. Bah, moi, celui que je lis, c'est Oversubscribe. C'est how to get people to line up to do business with you. Et D'accord. c'est balèze, quoi. Et c'est en gros, il explique comment lui-même et tous ses clients arrivent à remplir leur webinaire, leur pipe de vente, alors que le produit est même pas sorti. C'est Oui. Ouais, ouais, ouais. génial, c'est génial. J'ai écouté plusieurs de ses interviews parce que je sais plus comment je suis tombée sur lui. Je crois que c'était par Scorap. Tu sais, son Scorap, c'est un outil qui permet de faire des questionnaires. Donc, plutôt que de dire, Ouais. bah tiens, je vais aider les Français ou les anglophones à mieux parler anglais ou français, je vais écrire, faire un PDF de 4 pages où je vais donner des conseils. Sauf que les conseils, je sais pas s'ils seront vraiment adaptés selon à la personne ou selon là où elle en est. Et donc, du coup, dans mon questionnaire, je leur pose plein de questions sur justement s'ils se sont créés un environnement francophone ou anglophone. Et en fonction des réponses qu'ils vont apporter, moi, j'ai personnalisé les résultats. Alors, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça, mais moi, enfin, ça m'a peut-être un petit peu aidé, mais j'ai vraiment beaucoup personnalisé les questions et les résultats. Donc, quand, si les auditeurs voilà, qui nous écoutent ont envie, qu'ils soient français ou anglophones, ils peuvent. J'ai deux quiz, hein, du coup, forcément, c'est pas le même, mais ils répondent au quiz et après ils reçoivent des résultats personnalisés pour les aider à voilà, à améliorer ce qu'ils peuvent améliorer, soit par rapport à l'écoute, soit par rapport à la lecture, par rapport aux conversations. Donc, en fait, je suis fan de Daniel Priestley depuis que j'ai découvert son outil ScoreApp. Trop bien. Ah, je connaissais pas, tu vois, moi, je l'ai entendu, mais je l'avais jamais utilisé, donc c'est cité dans le bouquin, mais j'avais pas un cas d'usage, donc merci Du coup, de on le n'est pas dire, je rentré regarderai. on l'a pas connu de la même manière, tu vois. Mais maintenant, j'ai envie de lire ses livres, forcément. Ouais. Peut-être faire un coaching un jour. Ah oui, si, j'ai une dernière question pour toi. Tu en as parlé en off tout à l'heure. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans, 4 ans, 5 ans avec Reactor? Alors, avec un réacteur, moi, je me dis, on va dire, c'est encore une histoire d'ambition, mais aujourd'hui, je vois des boîtes, et si j'avais un peu d'argent, je me dirais, je mettrais bien un ticket dans cette boîte, dans ces boîtes-là. Donc, devenir investisseur attaché à un fonds, à un réacteur, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour l'instant, il y a des boîtes qui m'ont demandé même de l'aide et de faire des intros. Et il y en a, j'ai même pas su réussir à trouver le bon fonds pour les aider parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds qui investissent globalement, qui se dit que l'innovation va venir de n'importe où et qu'il faut être très souple. Mais après, c'est comme tout, hein, tu vois, un investisseur, je veux dire, demain, moi, deviens investisseur. Si je veux investir dans une boîte, il faut que je respecte la règle des 7-11-4. Il va falloir que je vois le mec pendant 7 heures. Enfin, tu vois, que je vérifie que le mec, il me parle. Donc, je vais tout faire. Et c'est ce que font les investisseurs. Un investisseur n'investit pas avant d'être sûr et de vraiment se familiariser. Donc, dans les 3 à 10 ans, moi, j'aimerais bien avoir un fonds d'investissement attaché à ça. Et après aussi, pour les boîtes qui sont dans la phase, j'ai trouvé mon produit, j'ai fait 3-4 ventes et je veux multiplier. Je veux passer de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 10 millions, pas en 2 jours, hein, mais en 3 ans. Moi, j'aimerais beaucoup créer une sorte de mastermind avec les bons intervenants au bon moment pour booster, tu vois, ton mindset. Ça serait pour le dirigeant et le CEO et un peu le head of sales s'il y en a déjà un. Donc des boîtes pas trop petites, mais entre 15, tu vois, 15 et à la fin des 3 ans, si on les accompagne sur 3 ans, ils feraient, tu vois, 3 années de mastermind, ils seraient vers 100, tu vois, 100 personnes à la fin. Et là, tu les accompagnes vers une belle croissance. Moi, je peux pas aider. C'est un peu comme un Mozi, tu sais, je peux pas tout aider tout le monde. J'ai Ouais. trouvé que je suis mieux à les envoyer vers mon podcast ou vers mon LinkedIn ou ma newsletter. Les gens en dessous qui n'ont pas trouvé leur produit market fit, c'est trop long. Tu vois, il faut qu'ils aillent parler encore plus de clients et qu'ils en vendent un, deux, trois, cinq. Et Ouais. après, ils disent, ah ok, j'ai trouvé la formule. Mm. Comment je fais pour en faire 10 fois plus, 100 fois plus? Et là, c'est là où je suis meilleur, tu vois, en plus. Et pour toi, les CEO, ils sont tous bilingues si on parle des Français. Les Français, ils sont déjà bilingues à ce moment-là pour toi?
Ah, ils doivent l'être. Et s'ils le sont pas, il va falloir qu'ils le soient. Enfin, qu'ils le soient, pardon. Ouais. Sinon, c'est pas en français. Mais pour toi, c'est possible qu'un CEO arrive vers toi, il n'est pas bilingue, enfin, pour toi, il se tire une balle dans le pied ou pas, s'il n'est pas encore bilingue à ce moment-là? Ouais, ouais, bah, en gros, ça dépend. Ouais, je pense. Oui, allez, oui. On va être clair, oui. Oui, s'il a l'ambition, tu vois, à Ouais. l'international. Parce que quoi que tu fasses, même si tu as le meilleur head of sales, le CEO reste le CEO. Le Ouais. CEO reste tu vois, la page de garde de n'importe quelle société. C'est Ouais. le dirigeant. Et il faut qu'il booste son anglais. C'est obligé. Enfin, pour toi, il a besoin d'aller lire les livres dont on parle, d'aller suivre les vidéos YouTube des gars dont on parle. Ouais. Ouais, ou alors se faire coacher, tu vois, s'il a les moyens, aller, tu vois, c'est peut-être là la clé d'aller un peu plus vite, quoi. Euh, Parce que, de toute façon, c'est pourquoi ça marche, tous ces coachings, tous ces masterminds, c'est que tu gagnes des années, tu vois. Enfin, c'est ce que. Moi, j'aime beaucoup aussi Naval Ravikant, qui est un entrepreneur et maintenant investisseur, et qui a écrit un bouquin. En fait, qui a pas écrit un bouquin, qui a quelqu'un qui a compilé ses tweets et qui en a fait un bouquin. C'est magnifique. Et en Oui. gros, les gens, ils disent que les gens, ils échangent du temps pour de l'argent, alors que en fait, le bon mindset, c'est échanger de l'argent contre du temps. Mm, 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 mm. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dépenses 50 000 € en training, ça te paraît énorme, mais si ça te fait avancer ton business de 3 ans d'avance, c'est gigantesque. Mm, Tu mm. vois. Et donc, c'est pour ça que les gens qui ont compris un peu le game, ils payent, tu vois, ils payent un truc qui va leur apporter tellement plus derrière Ouais. du temps. Du Mm, temps. mm. Et ça, c'est. Enfin, tu vois, le trading du temps pour de l'argent, c'est ce que tu fais quand tu es salarié. Bah ouais. Mm, Tu vois. mm. Donc, en fait, si tu le fais quand tu es entrepreneur, t'as pas compris le game. Tu vois. Super. J'ai une dernière question. Je voulais te partager ça quand tu parlais d'Hormozy. Ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, il aide des entreprises qui gagnent plus de, je sais pas, ça change tout le temps, 3 millions par an. Enfin, c'est une somme hallucinante comme celle-là. Et donc, du coup, tu te dis, bon, bah, moi, j'en suis pas du tout là, mais du coup, j'ai accès à tout son contenu gratuitement. Et tu vois, dans ses livres, il retient pas les informations, en fait. Son but, c'est que tu arrives à ce palier. Alors, je sais plus, hein, c'est peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions. Et une fois que tu es à ce palier-là, il se dit, ah bah là, ils vont me faire confiance. S'ils réussissent à passer de zéro à ce palier, bah après, moi, je veux travailler avec eux. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un peu la même mentalité que j'ai aussi aujourd'hui, quoi. Et enfin, moi, j'ai les deux bouquins que t'as comme toi, hein. Ouais. Ils sont enfin, dans ma valise tout le temps. Enfin, limite, je me balade avec eux, quoi. Je les ai lus deux fois les deux. Donc, ils sont super. Et du coup, moi, je suis un peu dans la même mentalité où je me dis, bah, je peux pas aider tout le monde, tout le monde. Je peux pas prendre en call tout le monde qui a une idée quelque part dans les rangs du grand boîte, quoi. Et c'est pour ça que tu diffuses du contenu gratuitement et tu diffuses un max de trucs. Et enfin, ça marche très bien parce que ça marche avec des gyms, ça marche avec n'importe quelle société et tu le vois, il investit dans n'importe quoi. Mais j'ai envie de parler à ceux qui font du hardware, qui font des trucs hyper compliqués et tu sais, du tangible, quoi. Le mec qui construit un micro, bah, c'est quand même un truc où il faudra du dev, il faudra du versionnage. Un soft, c'est un peu différent. Une salle de gym, c'est un peu différent, tu vois. Un programme de training, c'est un peu différent. Il peut avoir une sales rapidement, tu vois. Mm, mm, mm. Euh, Par contre, si tu construis une fusée, bah, il y a toutes tes étapes avant. Et moi, j'ai pas fini d'en parler parce que, enfin, tu vois, enfin, j'aimerais bien et j'envoie des invites un peu à droite à gauche, mais un fabricant de roquettes, c'est passionnant, tu vois. Le dire, mais comment lui, il arrive à sécuriser son pipe de vente d'un truc qui va peut-être voir le jour un jour, enfin, voir le jour, ouais, un jour. Et bah, c'est passionnant, c'est passionnant. J'ai un terme qui me vient, mais je comprends ce que ça veut dire en anglais, mais j'ai pas la traduction en français. J'ai le terme niche down. Et c'est ce que tu fais, en fait. Tu t'adresses pas à tout le monde, en fait. Tu rétrécis, je sais pas comment dire, tu Ouais, sélectionnes vraiment. je focus, ouais, 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 j'essaye d'être, comme dirait Daniel Priset, oversubscribed dans mon domaine, tu vois. Mm. Je veux pas parler à tout le monde, moi. Je parle pas à tout le monde. Et c'est bien le but, tu vois. Enfin, tu vois, et c'est là où, en fait, je peux être connu d'autres gens,
Tu vois, peut-être toi et moi, on ne fera jamais du business ensemble, mais peut-être que un jour, moi, je parlerai à des anglophones qui vont en parler français. Bah, je dirais, vas-y, va voir Céline. J'ai jamais bossé avec elle, mais moi, elle est legit parce qu'elle pose du contenu là-dessus. Bah, ça me concerne pas parce que l'anglais, ça va. Mais toi, si t'as, ou le français, ça peut t'intéresser. Et en fait, c'est un peu comme, enfin, je sais pas si tu as une Tesla, mais si tu as une Tesla, en J'ai fait, une Tesla. 99. T'as une Tesla? Oui, j'ai une Tesla. Énorme. Euh, voilà, bah, du coup, moi je fais partie des 99% qui n'ont pas de Tesla, mais qui connaissent la marque, qui savent que c'est ouf, que c'est une belle marque. Et en fait, le fait que moi je sache, j'arrive à en parler. Tu vois, je me dis, ah, j'aimerais trop avoir une Tesla, machin. Et en fait, en faisant ça, les 1% qui ont une Tesla, bah, ça va peut-être les convaincre d'acheter la Tesla, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est la même chose. Si tu parles de Rolex, c'est la même chose enfin, tu vois, et même pas du luxe, tu vois. Tu peux parler rien que le lancement du bouquin numéro 2 de Hormozy. Le mec, il a fait 300 000 ventes en une soirée, en vendant ses casquettes aussi. Il a vendu ses casquettes en live. Les casquettes, pour l'instant, on n'avait produit que 30 parce qu'il avait 30 employés. Et il s'est dit, en fait, il y a un effet de FOMO, tu vois, Fear of Missing Out. Les gens veulent la casquette de Hormozy. Euh, et en fait, il les a vendus que ce soir-là. Tu pouvais que les acheter ce soir-là. Et du coup, bah, il y a plein de gens qui se sont dit, attends, c'est ma seule opportunité d'avoir ma tête avec la même casquette qu'Hormozy. Et en fait, ça marche sur une casquette, quoi. Ouais. Donc, c'est la même technique, tu vois, c'est la même technique. C'est Bon, ouf. c'était super intéressant. Voilà, je suis sûre qu'on aura l'occasion de se reparler, mais en tout cas pour cet épisode, on s'arrête là si ça te va. Merci Et beaucoup, Céline. ouais, merci beaucoup voilà, pour notre échange et d'en faire profiter les auditeurs. Trop bien. Bah, merci à vous, merci et à très bientôt alors.